Bonjour à tous, alors aujourd'hui, nouveau look, nouvelle série de vidéos, j'aimerais qu'on parle de déduction naturelle. Alors pourquoi? Parce que j'ai regardé récemment le sondage que je vous avais demandé de renseigner à la moitié du semestre et que ce soit dans vos réponses ou dans les échanges que j'ai eus avec vous, j'ai l'impression que c'est le chapitre qui a posé le plus de difficultés en termes techniques. Là on est un peu en mois du partiel, donc moi je voudrais juste vous encourager pendant vos révisions à ne pas faire de blocage sur l'aspect formel de ce chapitre. Formel dans le sens où on a un ensemble de règles, une présentation, une symbolique à laquelle vous n'êtes peut-être pas habitué et qui peut heurter, qui peut déstabiliser. Mais voilà, je voudrais qu'on essaie de ne pas s'arrêter là-dessus. Alors je vais reprendre dans cette vidéo juste les bases de la présentation, de ce qu'on cherche à faire quand on essaie d'écrire une preuve de déduction naturelle ou d'en lire une. Et ensuite je ferai sans doute d'autres vidéos pour expliquer des ensembles de règles en particulier, donner des exemples de preuves, des recherches. Voilà, donc c'est une façon de résumer peut-être de façon un peu plus illustrative ce que vous avez eu dans les supports et dans le cours. Alors, pour commencer, on va aller voir la page du cours. Alors, je remets le lien en description. Donc, vous aviez dans les mémos, je vous rappelle, une page, voilà, une page sur la déduction naturelle. Donc, je vous conseille de la relire parce que quand je l'avais écrite, j'avais fait en sorte que tous les éléments nouveaux de formalisme soient introduits de façon pas trop brutale. Donc, normalement, si vous le relisez, ça peut déjà vous donner quelques éléments de déblocage, de familiarité avec ce langage. Voilà pourquoi je le regarde, parce que ce qui nous intéressera ici et dans la suite de la vidéo, c'est surtout la toute fin. Alors non pas l'exemple détaillé, ça je vous laisserai le relire, mais c'est la liste des règles qu'on a ici. Alors donc les règles, si vous... Voilà, alors cette vidéo elle s'adresse en particulier à ceux d'entre vous qui auraient du mal avec ce chapitre-là. Hein. Si vous n'avez aucun problème pour écrire des preuves en déduction naturelle, vous n'êtes peut-être pas obligé de la regarder en entier, mais en revanche, si c'est un point qui a été difficile pour vous, voilà, je vais essayer de clarifier peut-être certains aspects. Alors, donc ces règles, pour comprendre à quoi elles servent et comment on doit les lire, comment on doit les comprendre et comment on doit les utiliser, on va déjà rappeler ce qu'est une preuve et ce qu'on cherche à faire dans une démonstration de déduction naturelle. Donc le principe, c'est d'avoir une certaine formule. Alors ici je vais donner un exemple. Voilà une formule. Par exemple, P implique P, voilà, une formule très basique. Qu'est-ce que ça veut dire la démontrer en déduction naturelle? Ça veut dire représenter un schéma. Voilà, la preuve quelque part c'est un schéma précis avec des règles, mais c'est quelque chose de graphique. Voilà, il y a des choses à gauche, à droite, c'est pas une preuve écrite en français, donc c'est quelque chose qui va se situer ici. Et ce schéma doit se terminer par la formule qui nous intéresse. C'est-à-dire que tout ce qui est dans cette partie-là, ça va être un ensemble de choses qu'on va écrire, donc en appliquant les règles justement, on va voir comment, et qui doit nous permettre d'écrire la formule qu'on cherche à prouver à la toute fin. Alors en déduction naturelle, vous vous rappelez, il y a ce petit symbole qu'on met devant pour dire on a fini notre preuve, c'est terminé, il n'y a pas d'hypothèse supplémentaire, etc. Donc voilà, alors l'épreuve, il y a plusieurs façons de les regarder. Si vous vous rappelez, voilà, on a une formule par exemple ici, on va avoir d'autres formules au-dessus avec nos petits symboles. Voilà, bon, c'est des choses qui ressemblent à ça, l'épreuve. Et il faut que, voilà, pour les lire, on a deux possibilités, c'est toujours soit de haut en bas, soit de bas en haut. Alors en général, ce qu'on va faire le plus souvent, c'est la lire de bas en haut, parce que ce qu'on cherche le plus souvent à faire, c'est
c'est à prouver une formule. C'est-à-dire que si j'ai cette formule f, donc ici quand j'utilise des lettres majuscules, à nouveau, je représente n'importe quelle formule, hein, ça peut être P, Q, etc. Bon, c'est n'importe quelle formule de la logique propositionnelle pour ce qui nous occupe. Donc voilà, pourquoi je lis ma preuve de bas en haut, parce que je veux montrer cette formule f, et pour ça en fait je vais chercher par rapport à la tête qu'a ma formule, quelles sont les règles que j'ai le droit d'utiliser. Donc en fait je vais chercher dans mon catalogue en me disant ah ben si f c'est une conjonction, voilà, si f c'est une conjonction, est-ce que je peux utiliser la règle que j'ai ici? Si f c'est une disjonction, est-ce que je peux utiliser la règle que j'ai là? Bon, voilà, donc c'est pour ça qu'on va les lire de bas en haut, puisqu'on se dit je regarde la formule qui est là, j'essaie de mettre une certaine règle. Voilà, en général on a toujours plusieurs possibilités, hein, il n'y a pas un choix unique. On va essayer de mettre une règle, et en fonction de la règle, une fois qu'on aura regardé notre catalogue et comment elles doivent s'écrire, on saura ce qu'on doit mettre ici pour que ça marche. Alors là pareil, il n'y a pas toujours qu'une seule possibilité, il faut réfléchir un peu, on y reviendra. Et ensuite, comment on continue? Est-ce qu'on a terminé notre preuve une fois qu'on a fait ça? Eh bien non, parce que si on a plusieurs formules ici, comme F1 et F2, qui sont nécessaires pour qu'on puisse appliquer la règle, eh bien il faut maintenant qu'on puisse prouver F1 et F2. Donc en fait, on va regarder la tête qu'a F1, on va essayer d'appliquer une certaine règle, et ainsi de suite. D'accord? Pareil avec F2, on va essayer d'appliquer une certaine règle, et on va continuer à remonter comme ça. À chaque fois, on va trouver des nouvelles formules, et le but du jeu, ça va être que toutes les branches, parce que ça ressemble à un arbre, c'est pour ça qu'on parle d'arbre de preuve, toutes les branches se terminent par une règle terminale. C'est les règles qu'on appelle axiomes en général. Voilà, on écrit comme ça, c'est-à-dire que vous avez des formules ici, mais vous n'avez pas de formule au-dessus. Là, vous n'avez rien. Donc si vous avez ça partout dans votre preuve, et que tout en bas c'est la formule que vous cherchez à démontrer, c'est que la preuve est finie, et elle est correcte si toutes les règles ont été appliquées correctement. D'accord? Alors, donc ça c'est l'idée générale. Évidemment, on peut aussi lire la preuve de haut en bas pour savoir comment elle est construite. Si vous me donnez une preuve, je peux la lire en disant je regarde les axiomes s'ils sont corrects, ensuite je regarde en descendant si chaque règle a été appliquée correctement, et je regarde votre conclusion. Le seul truc, c'est que réfléchir comme ça, c'est plus dur quand on ne connaît pas encore la preuve qu'on va avoir besoin de faire. Donc voilà pour les deux sens de lecture d'une preuve. Ensuite, deuxième point, c'est qu'est-ce qu'une règle? Maintenant qu'on voit à peu près à quoi ressemble une preuve, on va se demander ce que c'est qu'une règle. Alors, on voit les exemples que vous avez dans le catalogue que je vous ai fourni, mais concrètement, à quoi ça ressemble? Eh bien, par exemple, on va prendre celle de l'axiome. Elle s'écrit comme ça. Hop, alors, c'est une règle qui est bien commode parce que il n'y a pas besoin de prouver quoi que ce soit au-dessus. C'est une règle que j'ai appelée terminale tout à l'heure. Bon, ça veut dire qu'elle permet de terminer nos preuves à chaque endroit. Alors, quand on écrit ça, il y a plusieurs choses qui parfois vous ont perturbé. J'ai vu ça dans les copies de contrôle continu, que tout n'était pas toujours très clair. La première chose, c'est que ce qu'on met ici, le A, il faut bien se rappeler que ça peut être n'importe quelle formule. D'accord? C'est-à-dire qu'une règle n'est jamais une seule règle. En fait, une règle, c'est une infinité de possibilités. C'est-à-dire que pour n'importe quelle formule que vous êtes capable d'écrire en logique, vous pouvez utiliser cette règle. Il faut juste qu'il y ait la même formule à gauche et à droite. Alors on l'appelle A ici pour l'exemple, parce que c'est en fait un schéma de règles quelque part. Et vous pouvez l'utiliser avec n'importe quoi. Donc si votre formule c'est P implique Q, P et non P, voilà, P ou R,
vous pouvez à la place de A mettre cette formule-là. Et ça c'est vraiment très important. Quand vous lisez la règle, la règle est valable pour une infinité d'applications possibles. Le deuxième point qui me semble important et qui est peut-être pas toujours très clair, c'est cette partie-là de la preuve. Alors, cette partie, c'est un formalisme qu'on utilise souvent en mathématiques ou en logique. C'est une lettre grecque, hein. Là, ça se lit gamma. C'est gamma majuscule. En minuscule, cette lettre, elle s'écrit comme ça à peu près. Parfois il y a vous avez deux symboles comme ça dans des règles. C'est avec ça. Alors ça, cette espèce de triangle, ça se lit delta. Alors pareil, c'est en majuscule. Bon, voilà, si vous connaissez pas les lettres grecques, il faut juste retenir ça parce qu'on les utilise souvent. En minuscule, elle s'écrit comme ça. Voilà, c'est l'équivalent du D. Alors, on les utilise en fait pour symboliser ici un ensemble de formules. C'est-à-dire que de la même façon que A peut correspondre à n'importe quelle formule que vous connaissez, gamma peut correspondre à n'importe quel ensemble de formules que vous puissiez écrire quelque part. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, et je pense que c'est ça le point important, ici vous avez la règle qui est en fait un schéma, c'est-à-dire que c'est pas ça qu'on va écrire dans nos preuves. Dans nos preuves, ce qu'on va écrire par exemple, c'est une application de la règle, ça serait ça. Voilà. Je prends ma formule P et je mets P à gauche et P à droite. Voilà. Donc je rappelle que le symbole ici qu'on peut lire thèse, ou qui s'appelle taquet en typographie je crois, veut dire que à partir des hypothèses qui sont à gauche, on démontre ce qui est à droite, d'accord? Donc là, cette règle d'axiome, elle nous dit à partir de l'hypothèse P, je démontre P. Il n'y a rien de plus logique, mais voilà, ce qui est important, c'est qu'ici on a en fait une utilisation de la règle. Et ça c'est peut-être un point sur lequel j'ai pas assez insisté en cours, mais voilà, il faut bien distinguer le catalogue qui est à votre disposition, celui qu'on a mis avec les lettres majuscules, et l'utilisation qu'on en fait pour prouver une formule concrète. Donc dans cette utilisation, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a que ce qui est à la place de la formule A, c'est le P. Ce qui est à la place de la formule A ici, c'est le P. Donc la seule contrainte, c'est que ce soit la même formule à gauche et à droite, comme je le disais tout à l'heure. Et ce qui est à la place de gamma, c'est rien. Voilà, c'est ça. C'est parfois on appelle ça l'ensemble vide. On peut le noter en forme de haut barré. Vous avez sûrement déjà vu ce symbole. Et donc voilà. Donc ça, ce sont des ensembles au sens mathématique, c'est-à-dire que l'ordre n'est pas important et que ça peut être vide. Voilà. Et que si vous avez des doublons, c'est comme si vous en aviez pas. Voilà. On se préoccupe pas trop de ça. L'important, c'est quelles sont les formules différentes qui peuvent apparaître dedans. Voilà, une façon de le présenter, c'est ça. Donc voilà, ici vous avez une instance, un exemple d'utilisation du schéma de règle. Et voilà, c'est là-dessus que je voulais insister dans cette vidéo, pour que voilà, quand vous lisiez la liste des règles et que vous regardez les preuves qui est à côté, vous ne mélangiez pas quelque part la présentation avec les gamma, delta, les lettres A qui peuvent être des formules quelconques, et l'application à une preuve concrète. C'est-à-dire que si je veux démontrer une formule, je sais pas moi, PQ implique P, disons qu'à aucun moment de ma preuve, quelles que soient les règles que j'utilise, je vais avoir quelque chose comme ça. Voilà, ça, les lettres A et gamma, elles peuvent pas apparaître dans cette preuve, parce que ici, excusez-moi, hop, voilà.
parce que ici, là on est dans le cas concret où on a, où c'est P et Q des variables propositionnelles, alors que gamma ou A, ces notations-là sont réservées pour des schémas et pas pour des utilisations concrètes. Voilà, donc si on essaie de faire ensemble la preuve de P et Q implique P, par exemple, comment on s'y prend? Eh bien, on commence par écrire notre formule, P et Q implique P. Alors, on parenthèse bien, hein, ça c'est important. Tous les connecteurs binaires doivent être bien parenthésés. Alors, là, cette formule, voilà, je fais un petit exemple pour conclure cette vidéo d'introduction. Je reviendrai après sur les connecteurs et des exemples plus avancés dans des vidéos ultérieures sur cette même série. Donc, je veux prouver cette formule-là. Je mets mon petit taquet devant, parce que voilà, ma preuve doit se terminer par cette formule avec un taquet et rien à gauche, parce que je veux que cette preuve soit prouvée sans dépendre d'aucune hypothèse. Donc si j'ai des formules là, c'est que ma preuve n'est pas terminée. C'est-à-dire que je n'ai pas prouvé que ma formule était vraie sans hypothèse. Donc comment on fait? Eh bien, on regarde par exemple le connecteur principal de la formule. C'est ce qu'on fait aussi avec les tables de vérité. On voit qu'ici j'ai deux formules, une ici et une là. Le connecteur principal, il est là. Donc ma formule, c'est une implication. Alors, allons voir un peu notre catalogue de règles. Voilà, pour l'implication, j'ai par exemple cette règle-là qui me dit que si j'ai une formule A à gauche du taquet et une formule B à droite, je peux en dessous écrire la formule A implique B, en sachant que à gauche, je peux avoir un certain nombre d'hypothèses, un ensemble de formules qui s'appelle gamma ici à nouveau, auquel on ne touche pas dans la règle. Il reste dans la preuve. Donc, si j'applique cette règle, comment ça se présente? Eh bien, je tire un trait au-dessus de ma formule, je mets le nom de ma règle, c'est important pour pouvoir relire la preuve, hein. Le nom des règles, ça fait partie du formalisme. Donc je mets la formule de gauche, qui est celle-là, à gauche de mon taquet. Ici elle est toute seule, donc j'ai plus besoin de la parenthéser. On peut le faire, hein, ça coûte rien, mais c'est pas indispensable. Et je me retrouve dans cette configuration là. Donc ici on voit bien par rapport à mon schéma de preuve de tout à l'heure que ma formule A, c'est bien la formule P et Q ici, ma formule B, c'est bien la formule P ici, et gamma, le gamma il était ici. D'accord? Et bien en fait, gamma c'est l'ensemble vide. Il n'y a pas d'ensemble d'hypothèses ici, donc ça serait plutôt voilà, ensemble vide d'hypothèses qu'on aurait là. Donc si c'est un ensemble vide, on se contente de rien noter. Alors, ma preuve n'est pas finie, puisque j'ai pas eu de preuve terminale, je dois toujours prouver ma formule P. Donc comment on fait? Alors ici on va chercher une règle, là on est un peu embêté parce que on voit que P ne correspond pas à... P n'a pas de connecteur principal, parce que P c'est une variable propositionnelle, et on n'a pas de règle qui permet de prouver une variable propositionnelle. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On regarde ce qu'on a dans les hypothèses. Ce qu'on a dans les hypothèses, ici c'est une conjonction. Bon, je vais regarder les règles qui sont liées à la conjonction, puisque a priori, si cette formule... Si je peux prouver P sous hypothèse P et Q, c'est lié à une propriété logique de la conjonction. Voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut réfléchir pour trouver la règle à appliquer. Donc, quelles sont les règles pour la conjonction? Donc, je vais regarder plutôt du côté des règles d'élimination, puisque les règles d'introduction, je vois qu'à chaque fois, elles introduisent une formule composée avec un connecteur. Donc là c'est pas le cas, hein, je cherche juste à avoir un P. Donc qu'est-ce que j'ai avec la conjonction? J'ai ces deux règles là.
conjonction élimination gauche, droite et conjonction élimination gauche. Là ça devient un peu plus intéressant parce que je vois qu'à partir d'une formule A et B, j'ai le droit de déduire une formule A. Et à nouveau j'ai l'ensemble gamma d'hypothèses auxquelles je ne touche pas. Donc est-ce qu'on peut appliquer ça dans notre exemple? Eh bien, on va essayer. Si on veut l'appliquer, en fait, on voit qu'on ne peut pas le faire immédiatement parce que il faudrait que à droite du taquet, on ait une formule du type P et Q. Et dans ce cas-là, on aurait le droit d'en déduire P avec la règle conjonction-élimination gauche. Gauche puisque c'est la formule de gauche qu'on conserve. Voilà, donc là ça marcherait. Est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien oui, parce que si vous vous rappelez, dans cette règle, il y avait l'ensemble gamma, il y avait l'ensemble gamma d'hypothèses qu'on avait le droit d'utiliser. Donc mon ensemble gamma d'hypothèses dans la conclusion de ma preuve en bas, eh bien c'est ça. Donc j'ai le droit de le remettre ici. Et donc ça c'est ce qui correspond au gamma ici. Et une fois que j'ai ça, ben, c'est très bien puisque je vois que j'ai la même formule à gauche et à droite de mon symbole thèse. Donc en fait dans ce cas-là, j'ai le droit de terminer ma preuve en disant c'est un axiome. Donc voilà pour un exemple un peu... alors normalement c'est des choses que vous avez déjà faites et qui sont assez claires, mais voilà, c'est pas forcément le cas, et c'est pas forcément le cas pour tout le monde, et c'est tout à fait compréhensible. Il y a une formalisme et une façon de penser qui sont assez nouvelles pour la plupart d'entre vous. Donc je voulais avec cette vidéo replacer un peu les choses de comment on va lire les règles, comment on va les utiliser, comment on va réfléchir pour construire une preuve, etc. etc. Donc j'ai reçu certaines remarques sur la difficulté de la déduction naturelle dans le sondage que je vous avais fourni. Si vous avez des questions, des points particuliers sur les preuves auxquelles vous voudriez que je réponde, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour les vidéos suivantes. Je vais peut-être faire des petits points sur l'utilisation de tels connecteurs, notamment la règle du OU avec le raisonnement par cas. Peut-être ça mérite une vidéo à part pour bien comprendre son fonctionnement. Voilà pour aujourd'hui, mais à nouveau, voilà, n'hésitez pas à poser des questions sur les points qui vous semblent pas clairs, les blocages, les symboles, la façon de réfléchir qui est difficile pour vous, et j'essaierai tant que possible d'apporter des éclaircissements. Et je vous dis à bientôt.